Manuel Bompard, député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Un mot de cette information, Emmanuel Macron qui se rend à Annecy auprès des victimes. C'est le rôle du président de la République. Je crois, oui, bien sûr. Et c'est normal que les autorités, celles et ceux qui représentent le peuple tout entier, démontrent la compassion, l'émotion de la nation tout entière. Donc oui, je pense que c'est son rôle de se rendre sur place. Je veux dire, avant de répondre à vos questions, bien évidemment, ma compassion, mon effroi. Ma compassion avec les victimes, mes pensées qui sont pour elles, ma compassion avec leur famille, et puis mes remerciements aussi, et je pense les remerciements de la nation aussi tout entière, pour les agents municipaux dont vous venez de parler, qui se sont interposés pour ce jeune homme qui, au péril de sa vie, manifestement s'est interposé aussi, pour les forces de l'ordre qui sont intervenues sur place, pour les secours. Hommage aux policiers ce matin. Bien sûr, il faut rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont agi dans cette situation. Et espérer, puisque ces personnes ciblées, en particulier ces enfants, sont dans une situation d'urgence absolue, qu'elles s'en sortent tout simplement et le plus rapidement possible. La question que tout le monde se pose, c'est au-delà des questions sur l'état de santé des victimes, évidemment, mais bon, ça, on va attendre de nouvelles informations, qui est la question numéro un, au-dessus de tout. Mais ensuite, que faire pour éviter à l'avenir un tel drame? Cette question, je vous la pose. Vous êtes un responsable politique. Mais d'abord, pour pouvoir répondre à cette question, il faudra avoir les conclusions d'une enquête qui commence à peine. On ne connaît pas aujourd'hui les motivations, c'est le terme qu'on utilise, même si bien évidemment aucune motivation n'est acceptable pour ce type d'acte, mais on ne connaît pas les raisons, on ne connaît pas la raison pour laquelle cette personne a fait ça. Et bien évidemment, quelle que soit cette raison, elle est inacceptable, mais il est normal qu'il y ait une enquête et que cette enquête, elle permette de déterminer tout ça. De la même manière, on ne connaît pas encore, on a des bribes d'informations sur le statut exact qu'avait cette personne. Et je dis, il faut être extrêmement vigilant dans ce type de situation. Parce que alors, on a plus que des bribes d'informations. Bêtises. On a plus que des bribes d'informations. Il avait obtenu le statut de réfugié politique en Suède. Il voulait obtenir l'asile en France. Et dimanche dernier, la France lui avait dit non. Oui, et vous le savez qu'aujourd'hui, en tout cas dans notre règlement national et européen, une personne qui a obtenu l'asile dans un autre pays de l'Union européenne a la possibilité, pour un nombre de jours limité, de se rendre dans un autre pays de l'Union européenne. Mais moins de 8 mois, parce qu'il il est arrivé en Bien sûr, octobre. Je crois que c'est 3 mois, si mes informations sont bonnes. Ensuite, il a la possibilité, une personne qui est dans ce statut, de pouvoir demander de s'installer durablement dans un autre pays que dans le pays dans lequel il a obtenu sa demande d'asile. Il peut faire une demande. Manifestement, c'est pas cette demande qu'il avait fait. Il avait fait une demande d'un titre d'asile. Bref, vous voyez bien qu'il y a des informations qui sont compliquées. Et si je vous dis qu'il faut attendre les informations, c'est pas parce qu'on ne peut pas discuter de cette question, mais c'est parce que sinon on dit n'importe quoi. Parce que, pardonnez-moi de vous le dire, mais hier, il y a un certain nombre de personnes qui ont dit n'importe quoi, qui ont commencé à parler d'islam, alors qu'on apprend manifestement, là aussi, selon les premières informations, que cette personne serait plutôt ce qu'on appelle un chrétien d'Orient qui aurait fui la Syrie sous les persécutions. Il a dit il y a quelque temps, on ne sait pas ce qu'il a dit aux policiers ces dernières heures, mais il a dit il y a quelque temps qu'il était chrétien de Syrie. Voilà, on verra si c'est vérifié tout ça, mais il y a des gens hier, à peine connaissions-nous ce drame, qui commençaient à dire c'est une question liée à l'islam. Finalement, c'est pas le cas. Après, on nous a dit c'est une question liée au terrorisme. On se rend compte que c'est possible, mais c'est aussi possible qu'il y ait un autre mobile que celui-ci. Vous voyez, il faut faire attention dans ce type de situation, parce que sinon, on se met à raconter n'importe quoi. Et en plus d'être indécent, c'est ridicule et absurde. La droite propose que les demandes d'asile soient faites en dehors du territoire national. Ça aurait permis que cet homme n'entre pas en France puisqu'on ne lui a pas accordé l'asile. Est-ce que c'est une solution? Non, ça n'aurait pas permis. Non, ce que vous dites est... Excusez-moi de vous le dire, mais encore une fois, si les informations qui sont à notre connaissance sont exactes, ce que vous dites est inexact, puisqu'il avait obtenu sa demande d'asile en Suède, donc il avait la possibilité, pour un nombre de jours limité, de venir sur le territoire national. Moins que le temps qu'il est resté. D'accord, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il aurait pu dans tous les cas venir sur le territoire national. Moins longtemps sans doute, on verra dans quelle mesure. Ensuite, il a fait cette demande d'asile. Quand on a fait cette demande d'asile, on reste sur le territoire national, elle a été rejetée, il y a des possibilités de recours. Écoutez, franchement, soyons sérieux, ni les propositions qu'ont formulé le parti Les Républicains ces dernières semaines, ni les propositions de l'extrême droite, par exemple, en matière de réforme de notre droit d'asile, n'auraient changé quoi que ce soit à cette situation.
est-ce qu'il faut revoir les règles de circulation des réfugiés à l'intérieur de l'espace Schengen ? Ben on verra, faut en discuter, mais ça veut dire quoi les revoir ? Ça veut dire sortir de l'espace Schengen en vérité. Enfin, je veux dire, quels sont les... Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, attention, il y a le temps de l'émotion, il y a le temps de la compassion, il y a le temps de l'effroi et de la nécessaire solidarité avec les victimes. Et puis après, il y a le temps des débats politiques. Mais le temps des débats politiques, il faut faire en sorte de pouvoir le faire sur la base d'informations qui sont des informations précises et exactes. Ce qu'on essaye et ce qu'on s'astreint à faire ici sur ces... Non, mais je ne doute pas que ce soit votre intention, mais vous voyez bien qu'on apprend des informations par bribes, c'est normal puisque l'enquête commence juste. On ne connaît pas les motivations, on a beaucoup d'informations en revanche sur le profil de l'individu. Un homme s'est interposé, il s'appelle Henri, il a 24 ans, il sera d'ailleurs chez Pascal Praud à 10h ce matin, il a choisi CNews pour parler. Il fait un tour de France des cathédrales. On voit son visage à l'écran. Il écrit qu'il va bien. Il demande de prier pour les victimes. C'est un héros pour vous ? Bah, clairement, on l'a vu. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont vu cette vidéo. Il s'est interposé. Il a fait preuve de beaucoup de courage. Il l'a fait au péril de sa vie, comme je le disais tout à l'heure. Donc oui, il fait partie de ces héros qui font preuve dans ce type de situation d'un courage extraordinaire. Je pense qu'il faut le féliciter. Ce drame intervient et on ne peut pas l'oublier. Vous êtes un homme politique, vous connaissez parfaitement la politique, vous êtes un proche de Jean-Luc Mélenchon qui connaît parfaitement les règles. Ce drame intervient en pleine préparation du projet de loi immigration. Qu'est-ce que vous attendez de ce texte ? Le projet de loi immigration ? Oui, du gouvernement. J'attends qu'on pose la question de comment on accueille dignement les personnes qui arrivent sur le territoire national. J'attends qu'on pose la question de comment on fait en sorte que des personnes qui quittent aujourd'hui leur pays ne soient pas obligées de le quitter. Et donc on pose la question de l'immigration de manière globale à l'échelle internationale, qu'on pose la question des causes qui génèrent des départs, qu'on réfléchisse aux solutions pour faire en sorte que les personnes qui quittent leur pays n'aient pas besoin de le faire. Voilà ce que j'attends plutôt qu'on se livre à une surenchère avec des fantasmes sur une subversion migratoire à laquelle la France n'est pas confrontée. Quand on a 10% d'immigrés dans la population d'étrangers en française, France, c'est inférieur à la moyenne de ce qu'on observe par exemple au sein de l'Union européenne. La proportion monte d'année en année. D'accord, mais c'est inférieur à ce qu'on observe dans d'autres pays. Et donc parler de submersion migratoire me paraît totalement absurde et totalement faux. D'après un sondage BVA pour la Fondation Jean Jaurès, 69% des Français, parmi lesquels, vous le connaissez ce sondage, parmi lesquels des électeurs de gauche, estiment qu'il y a trop d'immigrés en France. Si je vous suis, vous n'en faites pas partie. Mais le problème, c'est que d'abord, quand vous interrogez les Français, il y a d'autres sondages qui ont été faits. Ils ont une vision qui est parfois une vision assez inexacte sur le nombre d'immigrés qu'il y a en France. Il y a un sondage qui a été fait il y a quelques semaines où on posait la question aux gens de savoir, de leur point de vue, combien il y avait d'immigrés dans la population française. Certains donnaient des chiffres de 30, 40%, alors que vous l'avez dit vous-même, ce chiffre est de 10%. Donc, c'est pas que j'en fasse ou j'en fasse pas partie, c'est qu'il faut partir d'un constat qui est un constat exact et lucide. Je crains qu'un certain nombre de personnes répondent à cette question en ayant une vision assez déformée de la réalité. Moi, j'appelle à ce qu'on puisse avoir sur ce sujet des débats qui sont des débats sereins et des débats qui sont à distance de ce qui me paraît parfois des informations inexactes. Quand Édouard Philippe a été interrogé dans l'Express, vous avez peut-être lu son interview, j'imagine, l'ancien Premier ministre, il parle de non-dits et vis-à-vis de l'immigration. Et le premier non-dit dont qu'il évoque, il fait allusion aux Français qui disent qu'il y a trop d'immigrés en France et c'est leur sentiment, c'est ce qu'ils pensent. Et ils ont le droit de le penser. Et il dit, en réalité, ces Français parlent d'individus qui sont arrivés depuis plusieurs années en France et qui sont pas des étrangers, mais des Français. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? Est-ce que ça veut dire que certains étrangers sont arrivés en France et ensuite, et leurs descendants ne se sont pas assez bien intégrés? Non, je crois pas. Je crois que, et vous le savez, en France, par exemple, on est un pays où il y a plein de mariages mixtes, qu'il y a des gens, quelle que soit leur origine ou l'origine de leur famille ou de leur descendance, qui se sont totalement intégrés dans la communauté française, qui sont d'ailleurs souvent les personnes les plus attachées à la République. Donc je pense qu'il faut pas comme ça tout mélanger. Et par ailleurs, j'ai lu là, cette interview
de Édouard Philippe. Il parle de l'immigration du fait accompli. Oui, mais attendez, il dit aussi des choses qui sont quand même des choses, excusez-moi de vous le dire. Est-ce que vous n'avez pas une vision naïve un peu des choses? Eh bien, je vais vous dire. Oui. Parce qu'il faut parler sérieusement, il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est ce qu'on essaie de faire. Quand M. Édouard Philippe dit, par exemple, dans cette interview, je veux dénoncer l'accord entre la France et l'Algérie. Vous savez ce qui se passe si on dénonce l'accord entre la France et l'Algérie? Est-ce que vous savez ce qui se passe? Expliquez-nous. On revient à seul... Non, c'est pas mon point de vue, c'est le droit. Si on dénonce cet accord, on revient aux accords préalables. Les accords préalables, c'est les accords d'Évian. Les accords d'Évian disent qu'une personne qui a une carte d'identité algérienne peut circuler librement sur le territoire français. C'est ça ce que veut Édouard Philippe? Donc vous voyez bien que c'est ridicule, c'est de la démagogie, c'est de la communication. Il ne faut pas raconter n'importe quoi sur ce sujet. Vous voyez, parce qu'il ne faut pas agiter comme ça les peurs des gens pour des petites motivations électorales. Parce que ça, c'est absurde de le faire. Il peut y avoir une volonté politique de dire que l'Algérie sera traitée désormais comme un pays normal. Mais aux accords d'Évian. Non, mais d'accord. La France est maître de son destin. Oui, d'accord, mais d'un point de vue du droit, d'un point de vue juridique, c'est ça qui se produit si on dénonce ces accords. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que on peut discuter de tous les sujets en France, bien évidemment. Aucun sujet n'est tabou, mais il faut pouvoir en discuter avec sérieux. Il ne faut pas en discuter avec démagogie, comme on le fait en permanence. Si vous Pourquoi, voulez, à votre avis, ce sujet est si j'aime pas ce mot de journaliste politique, mais est si clivant ou de politique. Mais parce que certains où est-ce qu'on n'arrive pas à en parler sereinement mais parce que certains essayent d'en faire leur petite capitalisation politique. Voilà pourquoi on en fait sérieux. Et parce qu'une partie de la classe politique française qui initialement était capable de discuter de ce sujet sérieux se fait absorber petit à petit par des idées complètement absurdes portées notamment par le Rassemblement national en France. Je vous donne un exemple. Quand vous commencez à avoir le parti Les Républicains ou même des personnes au sein de la minorité présidentielle qui commencent à se poser la question de la remise en cause de l'aide médicale d'État, est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent comprendre que si une personne sur le territoire national, qu'elle ait des papiers ou pas, est porteur d'un virus, d'une maladie qui peut se transmettre à d'autres personnes, on a tout intérêt pour tout le monde, pour eux, mais comme pour l'ensemble de la population française, à les soigner. Parce que sinon, on favorise la progression de cette maladie. Je vous donne un exemple. Donc, vous voyez le type de proposition démagogique et absurde qui cherche à hystériser ce débat plutôt que d'avoir un débat sérieux, raisonnable sur ce sujet. Quand Michel Barnier, qui n'est pas un démagogue, qui n'est pas à un extrême quelconque, dit qu'il faut un moratoire, il le disait... Vous savez, on peut être démagogue sans être extrême. Hein. On peut être démagogue sans être extrême, si vous le dites. Il proposait un moratoire sur l'immigration. Ça veut bien dire qu'il faut peut-être, certains le disent en tout cas, reprendre notre souffle. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un moratoire sur l'immigration? Ça veut dire stopper, ça veut dire suspendre. Zéro alors? Ça veut dire arriver au minimum. Non, c'est un moratoire, ça veut dire qu'il n'y a plus une seule personne qui rentre sur le territoire national, quelles que soient les circonstances. Donc ça veut dire. Non mais d'accord, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, un minimum. Ça veut dire qu'on ne répond plus aux demandes d'asile, par exemple. Donc en violation de toutes les conventions internationales que la France a signées. C'est ça que ça veut dire, un moratoire? Ça veut dire que une personne qui vient pour travailler, c'est pas possible non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, précisément, vous me disiez, c'est pas un démagogue. Bah si, c'est démagogique en fait, parce que c'est un effet d'annonce, une proposition de cette nature. Ensuite, il faut regarder quelle est sa réalisation concrète. Et vous voyez bien que sa réalisation concrète, elle est totalement impossible en l'occurrence. Merci beaucoup, Manuel Bompard, député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews, d'avoir répondu aux questions de CNews.